Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Aujourd'hui, je reçois Thomas Valentin, associé et responsable de notre pôle paiement et transformation digitale, avec qui nous allons parler de la stratégie digitale des banques. Depuis plusieurs années, le marché bancaire ne cesse d'évoluer et de nouveaux acteurs émergent proposant toujours plus d'innovation à leurs clients. Nous avons dépassé l'époque où il était tout naturel d'entrer dans la banque de nos parents. Aujourd'hui, on choisit sa banque comme on choisirait sa voiture. Ce sont nos besoins qui déterminent notre choix. Comment les néobanques et les fintechs bousculent la transformation digitale du secteur bancaire ? Bonjour Thomas. Bonjour Julien. Alors on a bien compris que le secteur bancaire a beaucoup évolué ces dernières années. Les néobanques et les fintechs influencent pas mal les stratégies bancaires. Et du coup, toi, quelle est ton analyse sur le sujet ? Oui, en effet, on est sur un monde en pleine évolution. On a effectivement des néobanques qui viennent se positionner sur le domaine bancaire en concurrence ou en coopération avec les banques institutionnelles, et des fintechs qui viennent aussi permettre aux organismes financiers de s'équiper d'outils quasiment clés en main pour faciliter certaines de leurs activités. Je pense à des fintechs qui sont venus sur le marché pour gérer toute la partie autour du contrôle permanent. On a des fintechs qui viennent se positionner pour gérer toute l'entrée en relation en ligne. Donc, en effet, dans cette situation-là, on a eu une vraie évolution un besoin d'évolution des banques traditionnelles, des banques institutionnelles, pour rentrer un petit peu dans une vision un petit peu plus moderne, digitale. Et donc maintenant, on est dans une situation où ces néobanques sont installées sur le marché. C'est plus des banques qui sont en construction, c'est des banques qui sont installées maintenant, ces néobanques, et qui vont avoir une offre qui va être très spécialisée et qui va donc s'intéresser à un nombre de clients moins important que les banques institutionnelles, mais très précise. On a certaines néobanques qui vont intéresser des clients qui sont très organisés autour de l'écologie. On va avoir des néobanques qui vont s'intéresser aux clients qui sont intéressés par tout ce qui est nouvelle façon d'investir. Je pense aux crypto-monnaies aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler. On va avoir certaines néobanques pour continuer qui vont s'intéresser sur du cashback, par exemple. Toutes ces néobanques qui sont là vont pas avoir le même rayonnement que les banques institutionnelles, qui sont par définition faites pour s'adresser au plus grand nombre de clients, mais qui va effectivement, sur certains secteurs, sur certaines parties de la population, réussir à glaner un certain nombre de clients. De là en faire une banque principale, on n'y est pas encore, mais c'est bien sûr leur objectif. Et alors, à ton avis, est-ce que c'est plutôt la transformation du digital qui a initié ces types de changements sur le secteur bancaire, ou est-ce que c'est finalement l'évolution des besoins des clients qui ont initié cette arrivée des néobanques et des fintechs ? C'est une bonne question. Naturellement, le digital s'impose partout dans notre monde. La banque en fait partie, et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a entraîné cette transformation. En introduction, tu parlais du secteur des voitures, de l'automobile. On est un petit peu dans cette même idée, effectivement, là où on va se retrouver dans une situation où à chaque besoin sa banque. Avant, tu parlais du fait qu'on allait dans la banque de ses parents. Maintenant, on a une banque qu'on voudrait un petit peu sur mesure par rapport à ce qu'on recherche. Donc, mon analyse, c'est qu'effectivement, c'est le client qui s'est positionné dans la banque en voulant choisir clairement un service qui lui était le plus approprié possible. Donc, là-dessus, notre client, ce qui va se poser comme question, c'est pas qu'est-ce que faisaient mes parents, qu'est-ce qui est le plus intéressant par rapport à mon historique familial, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Donc, c'est ce client-là qui va se mettre dans une position en choisissant sa banque par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui est intéressant dans cette partie de transformation digitale et dans cette vision de néobanque fintech, c'est qu'on a un client qui se laisse plus porter, qui essaie de se projeter lui-même et essayer on prend l'exemple d'un étudiant aujourd'hui qui a son premier emploi, il va se poser la question de la banque qu'il va choisir, et il va pas se poser la question de la banque qu'il va choisir à l'instant T, il va se mettre dans la position et va réfléchir à quelle va être la banque qui va être la meilleure pour lui dans 5, 10, 15 ans. Donc c'est dans cette structure-là, dans cette vision-là, qu'on est en train de se transformer. La transformation digitale, c'est pas la transformation immédiate, c'est la transformation sur du moyen long terme. Et alors, qu'est-ce que les néobanques et les fintechs apportent aux banques institutionnelles ? Les néobanques vont apporter à la banque institutionnelle une nouvelle façon de voir les services.
Une banque institutionnelle, elle a des services qui évoluent au fur et à mesure du temps aussi, parce que la banque institutionnelle aussi, elle évolue. Mais les néobanques vont arriver avec une vision très novatrice, très disruptive de la façon dont ils vont gérer telle offre ou une autre offre. On prend un exemple. On prend l'exemple de Revolut, mais on peut prendre l'exemple d'autres néobanques qui sont maintenant bien installés sur le marché, ou N26 par exemple. C'est une ouverture de compte en 5-10 minutes. C'était une des offres principales de ces deux grosses néobanques, alors que anciennement les banques traditionnelles étaient beaucoup dans l'ouverture de compte sur papier, ça prenait plusieurs semaines. L'arrivée de ces néobanques a fait en sorte qu'on a un petit peu donné une nouvelle impulsion, une nouvelle façon de voir l'ouverture de compte, et naturellement, la présence de ces néobanques entraîne la transformation des banques institutionnelles plus vite que ce qu'ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait au final. Donc là, on est vraiment dans une idée où les néobanques arrivent avec des nouvelles offres, des nouveaux services plus rapides, plus digitaux, peut-être même quasiment instantanés, là où avant on avait une certaine temporisation, et donc les banques institutionnelles vont devoir elles aussi offrir le même service. La nouvelle génération qui arrive aujourd'hui sur le marché de l'emploi ou même sur les adolescents, ils ont besoin d'immédiateté. On voit ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est de l'immédiateté, le réseau social. Et ben ils ont besoin du même service pour leur banque. Leur banque, elle doit être capable de faire un virement extrêmement rapidement, elle doit être capable d'ouvrir un compte extrêmement rapidement pour des populations qui sont peut-être un peu plus âgées que celles que j'ai citées, mais aussi avoir une proposition sur un taux de crédit assez rapide. On est dans ce besoin de la nouvelle génération de l'immédiateté. C'est compliqué d'avoir de l'immédiateté dans une banque, mais 5 minutes, c'est quasiment de l'immédiateté pour l'ouverture d'un compte. On peut pas avoir ce même niveau de service, quelle que soit l'offre, mais il faut qu'on s'en rapproche. Et il faut se positionner là où il y a une banque, ça doit rester un service. L'objectif de ces néobanques, c'est d'offrir un service, le meilleur service possible. Les banques institutionnelles proposent un service qui prenait un petit peu de temps. Aujourd'hui, les banques institutionnelles doivent elles aussi réduire leur délai pour proposer un service immédiat. Il ne faut pas que notre client qui arrive sur le marché, il ait l'impression d'avoir trop de temporisation. C'est un peu le même principe que des sites de commerce. Un site de commerce, on s'aperçoit bien que si un client reste trop longtemps sur un site, il y a un fort pourcentage qui abandonne l'achat en cours de route. Notre banque, elle a aussi l'objectif d'avoir ce temps réduit pour s'assurer qu'entre le moment où le client va commencer son ouverture de compte et au moment où il va avoir son ouverture de compte, si ce temps est réduit, il n'a pas le temps de partir. Il est vraiment onboardé, il a un compte qui est ouvert. Ensuite, il y a un autre sujet autour de tout ça. Il y a le fait qu'une fois que le compte est ouvert, il faut que le compte soit utilisé, qu'il soit effectivement peut-être pas dans un premier temps un compte principal, mais qu'il soit amené à le devenir, que le client arrive à faire des dépôts sur ce compte-là, qu'il utilise la carte de paiement qui lui est fournie, qu'il ait aussi la possibilité d'aller investir dans la crypto-monnaie, comme je disais tout à l'heure, ou alors sur des fractions d'actions. Tout ça, ça fait partie aussi de l'encouragement des banques, des néobanques, ce qu'ils doivent encourager leurs clients à faire. C'est ça notre vraie valeur ajoutée de la néobanque, et c'est pour ça que, par ce besoin client dont on parlait tout à l'heure, les néobanques elles aussi doivent changer pour continuer à attirer cette nouvelle génération. On voit bien que toutes les banques institutionnelles sur la place parisienne ont aussi des nouvelles offres, que ce soit des offres purement digitales, ou alors des offres qui sont sur leur site internet, là où il y a une possibilité d'entrer en relation en ligne qui est quand même mise en avant pour faciliter cette immédiateté. Oui, c'est vrai qu'on voit que les banques institutionnelles, elles se sont quand même pas mal adaptées, et notamment sur, comme tu le disais, la relation avec le client rapide. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux parler très rapidement avec mon conseiller. Et donc, je vois bien que les banques institutionnelles, elles se sont vraiment adaptées à ces nouveaux formats, en fait, des banques très digitalisés. Tout est facilité, finalement. En effet, tout ça, ça fait partie de la transformation. On a beaucoup de nouvelles offres, de nouvelles possibilités de communiquer avec son client. Avant, pour communiquer avec sa banque, il fallait se déplacer, prendre un rendez-vous, aller voir son conseiller, échanger, attendre son retour ou pas, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup de fonctionnalités différentes qui permettent de rentrer en connexion avec sa banque. On peut parler du chatbot, on peut parler de toute la partie dématérialisation, on peut parler d'intelligence artificielle qui est liée à tout ça. Toutes ces fonctionnalités, c'est des fonctionnalités qui sont dans l'objectif de créer l'immédiateté. Un chatbot, c'est facile, on va poser des questions, on va rentrer on va parler potentiellement avec un robot, et on va avoir une réponse à sa question, sans avoir besoin d'avoir cette temporisation, de prendre rendez-vous, ou d'appeler son conseiller qui est pas dispo, qui peut pas répondre. Donc là, c'est vraiment dans cette optique-là, les banques institutionnelles se sont développées.
Je parlais de dématérialisation, c'est aussi ce principe de dématérialisation qui va permettre aux clients de recevoir en temps réel leur relevé de compte, de recevoir l'IFU, de recevoir les états de compte d'action par exemple, là où on n'a même plus besoin d'aller interagir directement avec sa banque. Et l'avantage de tout ça, c'est le client qui va aller chercher son statement bancaire. C'est plus la banque qui va l'envoyer. Donc c'est vraiment, il y a une initiative qui est prise et c'est de la responsabilité du client. Il a juste à se connecter sur son application mobile, sur son internet banking et aller chercher son statement. Il est plus dépendant de sa banque. Et c'est ça aussi la transformation qui a été en cours ces quelques dernières années dans les banques institutionnelles. Maintenant, c'est l'état des choses aujourd'hui. Il y a aussi toute une partie qui est en train de se transformer, qu'on voit dans les néobanques, mais qu'on est en train de voir se développer dans les banques institutionnelles. C'est toute la gestion de la data, toute la gestion de l'intelligence artificielle, du machine learning. On parle de chatbot, on est quasiment dans le machine learning dans le chatbot. Mais ce qui est intéressant dans le chatbot aussi, c'est l'information qui est donnée. Le client, quand il va poser une question sur le chatbot, il va donner de la donnée à sa banque. Et sa banque, avec cette donnée, elle va pouvoir comprendre quels sont les pain points de son client quand il va se connecter sur son application mobile. Il va pouvoir avoir de l'information sur ce que recherche souvent le client. Et tout ça, c'est de la data. Et sur cette data-là, on va pouvoir créer et innover. Ce que font déjà les néobanques. Les néobanques, ils se sont construits en se disant, je parlais d'être disruptif tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Dire, on va proposer un service innovant, différent et le plus automatisé possible, qui va nous permettre de glaner des clients, qui va nous permettre de glaner de la donnée et qui va nous permettre d'être dans l'amélioration continue. Les banques traditionnelles, institutionnelles, sont aujourd'hui en train de faire ce même travail-là, mais avec un challenge supplémentaire. C'est que déjà, ils ont une base de clients qui est énorme, ils ont une base de besoins clients qui est énorme, c'est-à-dire que ils ont tellement de clients qui veulent faire tellement de choses différentes qui peuvent difficilement adresser tout le monde d'un coup. Et donc, toute la transformation des banques institutionnelles, elle doit conserver cette idée de dire, je m'adresse à l'ensemble de mes clients disponibles. Enfin, des services que je propose à mes clients. On prend un exemple très simple, mais si on veut retravailler la façon dont on va gérer le crédit dans une grosse banque, que ce soit le LCL, le Crédit Agricole ou autre, et ben dans ce cas-là, il faut s'intéresser aux personnes qui ont déjà un crédit, aux personnes qui ont déjà plusieurs crédits, aux personnes qui n'ont pas de crédit, aux personnes qui cherchent à avoir un crédit. Il faut que le service soit quasiment le même pour tout le monde. Une néobanque qui s'installe aujourd'hui, même si il y en a assez peu aujourd'hui qui font du crédit pur, mais qui s'installent aujourd'hui, ils vont s'adresser à des clients chez eux qui n'ont pas encore de crédit. Ça leur permet d'être beaucoup plus rapides. Oui, en fait, ils sont en amont. Ils vont cibler leurs clients là où les banques institutionnelles doivent d'abord segmenter leurs clients. C'est toute la difficulté des banques institutionnelles. Comment la banque institutionnelle doit travailler avec les néobanques. On a beaucoup d'exemples de néobanques qui ont été rachetées par des banques institutionnelles. On a beaucoup d'exemples de collaborations qui ont été faites entre les banques institutionnelles et les banques et les néobanques. On a aussi des situations où on rentre dans une vraie version de compétition. Tout l'intérêt des banques traditionnelles, aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler en collaboration avec les néobanques. On entend beaucoup parler de cette collaboration qu'il y a entre les banques, mais ça ne peut pas être que de la collaboration. Sinon, ça veut dire que la néobanque, elle est au service des banques institutionnelles, ce qui n'est pas sa définition. Elle est là pour casser un petit peu les codes du marché, et la banque institutionnelle est là pour continuer à être présente et à développer ses services. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où il y a énormément de néobanques qui sont en train de se créer, des banques institutionnelles qui sont en train de regarder comment tout ça fonctionne et qui sont en train de faire certaines collaborations. Qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est une question avec un vrai gros point d'interrogation derrière tout ça. Est-ce que nos néobanques vont devenir des banques qui vont avoir suffisamment d'assises et qui vont s'imposer et qui vont glaner de plus en plus de clients et qui vont développer leur offre? Et finalement, en développant leur offre, ils vont devenir moins agiles, naturellement. Soit on est dans une situation où nos néobanques vont essayer de s'intégrer, de coopérer. Alors on parle de coopétition, mais ils vont s'intégrer pour continuer leur développement et apporter de la valeur aux banques traditionnelles. Les banques institutionnelles, elles ont besoin de changer, et besoin de s'ouvrir à ce qui existe à côté. Et s'ouvrir à ce qui existe à côté, c'est du rachat, c'est de la collaboration, c'est aussi intégrer certaines fintechs au sein de leurs environnements. On le voit de plus en plus, au moins des études là-dessus qui sont faites, pour savoir si c'est intéressant. Je pense à l'intégration de Linkso dans les services bancaires. Aujourd'hui, quasiment toutes les banques font ça, mais la possibilité d'avoir un agrégateur de comptes directement sur sa banque. Linkso les banking ont beaucoup travaillé à cette fonctionnalité-là pour faire en sorte que l'application bancaire soit déjà plus consultée,
mais soit aussi l'application sur laquelle on a le plus de facilité à travailler son argent. Linkso aujourd'hui propose la possibilité de faire des virements. C'est pas tout à fait une banque, mais ça permet quand même de faire du traitement d'informations, de virements entre différentes banques. Les banques savent très bien que on est tous multibancarisés. Si le virement est fait de l'application depuis l'application BNP, comme c'est ta banque, au moins là-dessus, on va s'apercevoir que la banque de fidélisation du client, c'est la BNP, et c'est pas la banque du voisin ou la néobanque X ou Y. C'est ça l'objectif des banques. Mais pour faire ça, soit ils le font tout seuls, mais comme je disais, avec le nombre de clients et le nombre de services qu'ils ont à gérer, c'est assez lourd de le faire évoluer en agilité rapide. Soit ils intègrent des fintechs, des néobanques pour le faire et avoir directement le côté clé en main. C'est ça qui va apporter de la valeur à notre coopétition. Et alors, est-ce que la valeur d'une néobanque, ce sont plutôt ses clients ou son offre? C'est une vaste question qui est intéressante, mais ça va dépendre de la stratégie de la néobanque aussi. Naturellement, une néobanque, quand elle s'installe, c'est son offre qui va primer. Elle n'a pas de client, elle a une vraie offre. Son offre qui est généralement très digitalisée, assez nouvelle, qui casse les codes du marché. Mais à terme, lorsque on va se retrouver dans une néobanque qui est installée sur le marché, elle a aussi une valeur par les clients qu'elle a réussi à attirer. Une banque qui a une offre extraordinaire et qui n'a pas de clients, elle n'a pas de valeur. Par contre, une néobanque qui a pas d'offre, elle n'a pas de clients. Assez logiquement. Maintenant, c'est un juste équilibre entre les deux. Une néobanque, comme on disait tout à l'heure, elle va avoir une offre précise et un client. Donc la néobanque, elle est entre les deux. Elle doit avoir un équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que quand on se pose la question de la coopétition entre les banques institutionnelles et les néobanques, la question qui va se poser pour les banques institutionnelles, c'est de dire, il y a une néobanque en face qui va adresser tel type de client, quelle est ma stratégie? La collaboration ou la compétition? Si on se met dans une vision de compétition, on fait de cette néobanque-là un concurrent. Si on se met dans la collaboration, il faut arriver à travailler main dans la main entre cette banque institutionnelle et le néobanque. Ça a déjà été fait sur certaines néobanques qui ont été rachetées ou qui sont très liées à des banques institutionnelles. Et aujourd'hui, on a une telle offre sur les néobanques qui adresse plein d'offres de clients différentes. Mais on est dans cette situation-là où il va falloir savoir comment les banques institutionnelles vont travailler avec les néobanques. Si on me pose la question à moi, je pense que la valeur d'une néobanque, c'est son offre. Une offre qui est bien intéressante, intelligente, elle va driver des clients. Et la force de présence, de force commerciale aussi des banques institutionnelles peut apporter de la valeur aux néobanques. Et doit apporter de la valeur aux néobanques dans le cas de collaboration. Dans le cas d'une compétition, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où il y a une partie des clients, je prends un exemple, mais les clients qui sont intéressés aux crypto-monnaies par exemple, qui ne vont plus être attachés aux banques institutionnelles, mais qui vont être attachés aux néobanques. C'est pour ça qu'on parle de coopétition. Il faut un petit peu de collaboration, un petit peu de compétition, et ensuite voir comment tout ça évolue au fur et à mesure du temps. Merci Thomas pour cet échange, c'était super intéressant, et puis on reparlera bientôt de tous ces sujets. Avec plaisir, Julien. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.